Merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir à tous. Voici les titres du journal de ce mercredi 12 octobre 2016. Le dialogue politique interguinéen enfin bouclé. Ce mercredi, les parties concernées ont finalisé la signature du document issu de ces pourparlers. L'opposition et la mouvance ont promis, comme le Premier ministre chef de gouvernement, de respecter et de tout mettre en œuvre pour la réalisation des accords tenus au cours de ces différentes rencontres. Et puis la Guinée célèbre toujours la journée internationale de la fille. En ce sens, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a entamé une campagne nationale pour la protection de la jeune fille contre le mariage précoce dans le pays. Nous irons en France où la situation sur les attaques du 13 novembre n'est toujours pas élucidée. Le seul survivant de ces attentats, Salah Abdeslam, n'a dorénavant plus d'avocat. Il reste seul face aux enquêteurs à raison de son silence absolu. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce 20h. S'achemine-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau? En tout cas, les acteurs impliqués dans cette résolution sont à Conakry depuis ce mardi, réunis autour du médiateur de la CEDEAO, professeur Alpha Condé. Ces acteurs vont tenter de tomber d'accord sur le choix et le nom du futur Premier ministre. Les précisions avec Alceni Diallo. Ils ont tous répondu à l'appel du médiateur de la CEDEAO sur la crise bissau-guinéenne à Conakry. Ce mardi, les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile et le gouvernement se sont retrouvés autour du professeur Alpha Condé pour une décrispation de la crise qui secoue ce pays ami à la Guinée. À l'ouverture des pourparlers, 3 points étaient à l'ordre du jour. Parce que tous, à l'unanimité, nous tombés d'accord sur les 6 points qui ont été signés à Bissau. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième phase, qui est la mise en place d'un gouvernement exclusif. Ensuite, il y aura la commission pour la révision de la Constitution, la réforme de l'armée, etc. Mais qui parle du gouvernement parle d'abord du Premier ministre. Donc cette rencontre a seulement pour objectif de choisir un Premier ministre. Et ce Premier ministre va répondre à 2 critères. Le premier, il doit être consensuel. Ça veut dire qu'il doit être accepté par toutes les parties. Le PAIDC, le PRS, le PAIDC, lequel en attendant qu'il soit réuni, le PLSE, les autres parties membres du Parlement. Ça, c'est la première condition. La deuxième, qu'il puisse avoir la confiance du président pour pouvoir travailler. Parce que toutes les crises sont venues quand le président et le Premier ministre ne peuvent pas travailler ensemble. Mais le point de départ d'abord est le consensus sur le nom du Premier ministre. Et que ce Premier ministre aussi puisse travailler avec le président. Il n'y a pas que la résidence du Premier ministre. Il y a une deuxième chose aussi, mais qui est interne, c'est l'intégration des 15 au sein du PAIDC. Donc c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème global. Pendant 4 jours, tous ces acteurs vont donc tenter de travailler pour trouver un consensus sur le nom du futur Premier ministre de la Guinée-Bissau qui est l'un des points saillants de cette crise. Et le médiateur de la CEDEAO a rassuré toutes les parties prenantes à ce dialogue sa volonté et celle de ses pairs, notamment de la sous-région, quant à la transparence dans le choix du futur Premier ministre. On ne peut pas accompagner la Guinée-Bissau par la CEDEAO seule. Il faut les CPSP, il faut l'Union africaine, il faut l'Union européenne, il faut les Nations unies. C'est ces 7 composants qui nous accompagnent pour nous permettre de résoudre le problème. Mais aucune de ces 7 composants ne doit faire d'interférence dans vos affaires. Une fois que vous avez choisi un Premier ministre, chacun de ces pays doit laisser ce Premier ministre. Qu'il ne plaise ou pas, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de plaire au médiateur, de plaire à l'Organisation des Nations Unies ou de la CEDEAO, mais de vous mettre d'accord. Le Premier ministre, c'est à vous qui doit plaire, pas à nous. Donc, vous êtes ici en toute souveraineté. Votre choix sera simplement accepté par vous. Il faut qu'on soit bien d'accord pour cela. Nous n'avons pas de candidat. Et j'ai dit
Généralement, quand vous êtes là, si vous êtes président, aucun président ne va avoir de candidat. On doit laisser le frère choisir leur premier ministre à notre premier ministre, pour que ça soit très clair. Pour le bon déroulement de cette sortie de crise de la Guinée-Bissau à Conakry, un code de bonne conduite de 12 points a été égrené par Kiridi Bangoura, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence. Le dialogue politique interguinéen est bouclé. Les parties prenantes ont formalisé ce mercredi leur accord par la signature du document final des conclusions. Comme le Premier ministre chef de gouvernement, l'opposition et la mouvance se félicitent de l'issue des débats et s'engagent à scrupuleusement respecter la mise en œuvre des accords dits du 12 octobre. Le compte-rendu de Daouda Mohamed Kamara. Il s'agit pour cet accord dit du 12 octobre 2016, notamment de l'indemnisation des victimes des manifestations de 2013, la libération des prisonniers non coupables de crimes de sang, la loi sur la CENI, le code électoral et les élections communales et communautaires, ainsi que celles de quartier et de district. Sur toute la ligne, les partis ont trouvé un terrain d'entente. Dans le sens d'apporter à notre pays, la République de Guinée, un sens nouveau, démocratique et politique. Un travail que les participants, tous et toutes, ont salué. Le présent accord entre en vigueur dès la signature par l'ensemble des parties prenantes. À l'exception du cadre permanent de concertation, chapitre 2, alinéa 16, il prend fin après les élections législatives. Sévèrement critiqué par une partie, l'opposition républicaine, loin de mettre en garde les détracteurs, cette faction politique s'engage de son côté au respect des engagements. Ceux qui n'ont pas compris, essayons de les sensibiliser pour qu'on puisse aussi sortir de ces situations d'élection pour nous occuper de l'essentiel. Tous ceux qui vont s'opposer à la mise en œuvre de cet accord, d'une façon ou d'une autre, que ce soit subtilement ou non, nous pensons qu'ils rentrent à contre-courant de l'histoire de la Guinée. Les Guinéens ont besoin de consensus. Notre pays vit des moments extrêmement difficiles. Même sentiment de satisfaction du côté de la mouvance présidentielle. Je vous félicite pour le brillant résultat obtenu à l'issue des assises de notre dialogue. Je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a donné le coup d'envoi et le chef de file de l'opposition. Conscient du rôle que lui confère la Constitution de promouvoir le dialogue, le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla s'est de nouveau engagé à personnellement veiller à l'application scrupuleuse des points contenus dans cet accord. Et présent dans la salle lors des premières journées, le leader du bloc libéral était absent à la primature ce mercredi lors de la signature des conclusions de l'accord politique. Dr Faya Milimono estime qu'une bonne partie du contenu de cet accord viole la Constitution et d'autres lois de la République. De ce fait, son parti et d'autres formations politiques sont en train de réfléchir pour tirer une conclusion. Il l'a dit au micro de Soirée Boubacar. Nous sommes venus ici, nous sommes des organisations de la société civile, il y a des partis politiques. Ce qui nous réunit, c'est ce qui s'est passé au Palais du Peuple, particulièrement la décision d'enlever aux citoyens à la base de choisir leur chef de quartier et leur chef de district. Nous avons cela en commun et nous avons décidé au sortir de cette rencontre que le vendredi, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, à la Maison de la Presse, ça sera à 11 h pour vous livrer un message à travers une déclaration commune, n'est-ce pas, de l'ensemble des acteurs qui se sont retrouvés ici. Et nous dirons ce jour les actions que nous entendons mener pour empêcher effectivement qu'on enlève aux citoyens guinéens leur droit de choisir ou de voter, n'est-ce pas, pour leur chef de quartier et leur chef de district. Et justement, parmi les points inscrits dans cet accord politique figure l'indemnisation des victimes des pillages pendant les manifestations politiques de 2013. Les responsables du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires qui ont déjà procédé à un travail de recensement des victimes sur le terrain, saluent cette demande du gouvernement et des acteurs politiques. Ils l'ont fait savoir ce mercredi à travers une conférence de presse, car pour eux, cette action permettra d'atténuer la situation difficile que traversent ces commerçants. Moussa Sefa Kamara.
Ils sont au total 1568 commerçants victimes de pillages pendant les manifestations politiques recensées par le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires. Parmi ce lot, 442 opérateurs économiques sont en phase d'être dédommagés par l'État. Une initiative saluée par le président de la structure et qui d'ailleurs exprime les avantages de cette action du gouvernement guinéen. Parce que cela va encourager non seulement les opérateurs économiques de notre pays, mais cela aussi va encourager les investisseurs à venir investir dans notre pays parce que ce sont les commerçants justement qui détiennent la chaîne de distribution. Si les commerçants sont attaqués dans notre pays, aucun investisseur ne va accepter d'investir dans un pays où lui-même il n'est pas en sécurité. Mohamed Abdallah Chérif est très confiant de l'engagement tenu par l'État vis-à-vis de ses protégés. Nous faisons confiance cette fois-ci. Nous faisons confiance à l'ensemble de la classe politique. Nous faisons confiance à la parole du président de la République. Nous faisons confiance à la parole des chefs de file de l'opposition guinéenne. Cette annonce rassure les victimes qui exhortent le gouvernement à tenir sa promesse afin de redonner de l'espoir à ses commerçants. Aujourd'hui, ils sont conscients que ce n'était pas un prêt immédiat, c'était un prêt à long terme. Et aujourd'hui, nous sommes conscients, quelle que soit la durée, nous aurons notre argent. Plus de 219 milliards enregistrés comme perte au niveau des commerçants par le GOA pendant les manifestations politiques dans le pays. Autre chose, dans ce journal, la Guinée s'achemine vers la tenue des élections locales et pour la transparence de ces échéances électorales, la CENI renforce les capacités des acteurs impliqués dans ce processus. C'est pourquoi un atelier sur la responsabilité des organes des élections a démarré ce mercredi à Conakry. L'objectif est d'outiller le centre d'appel de la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne conduite des opérations sur le terrain. Les précisions avec Saloum Kondé. Ce centre d'appel a été mis en place depuis les élections présidentielles de 2010. C'est une structure qui permet de récolter les informations sur le terrain et les transmettre en temps réel pour la prise de décision au sommet de la CENI. Durant 2 jours, les participants vont largement développer le rôle des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante et des autres acteurs du processus électoral. Ceci pour répondre aux différentes préoccupations des citoyens à la base. À chaque élection, nous mettons en place cette structure qui nous permet d'être présents partout à travers les informations que nous recevons et d'échanger même avec les acteurs politiques parce qu'il y a un numéro vert sur lequel les gens peuvent appeler. Donc c'est dans le cadre de la transparence des élections que nous avons mis en place ce centre pour pouvoir informer la CENI et informer aussi les citoyens qui sont dans le besoin d'informations sur le terrain. Cette rencontre permettra de sélectionner aussi les agents capables de conduire les opérations électorales sur le terrain, car le call center n'occulte aucune information. Cette structure sert de relais. Ce n'est pas qu'elle peut répondre directement à toutes les questions, mais il y a la direction, les cadres de la direction qui sont là aussi, pour, selon la nature des questions, à les répondre. Et il y a des réponses aussi qui sont déjà préparées puisqu'il y a beaucoup de services qui sont pourvoyeurs d'informations au niveau de ce call center, tel que le fichier, même les informations personnelles des électeurs sont prises en compte. Le call center est meublé par une équipe temporaire de techniciens et la mise en place des équipements a commencé avant l'opérationnalisation du fichier électoral pour aider les missions de terrain. La Guinée dispose désormais d'une politique de gestion des ressources humaines du domaine de la sécurité. Ce document qui régule dorénavant la promotion d'une nouvelle structure managériale des effectifs des forces de sécurité et de défense a été adopté en collaboration avec l'Union européenne et la démarche s'inscrit dans l'esprit de la réforme du secteur de défense et de sécurité engagée par le gouvernement. Soirée Boubacar. Ce document vise à promouvoir une nouvelle culture managériale dans les départements concernés qui favorise la mise en œuvre correcte des politiques de réforme des forces de défense et de sécurité. Financé par l'Union européenne, le programme de politique commune de gestion des ressources humaines vient donc répondre à un des objectifs du gouvernement guinéen. Son application insufflera la bonne gouvernance. La mise en œuvre effective de la nouvelle politique commune de gestion des ressources humaines
constituera, j'en suis sûr, un nouvel indice de bonne conduite du processus de la réforme du secteur de sécurité et de bonne gouvernance dans les 10 secteurs. Partenaire technique et financier dans ce processus de réforme, l'Union européenne se félicite des avancées majeures obtenues, mais elle invite l'État à aller un peu plus en profondeur. Nous devons aussi penser à faire sauter d'autres barrières qui empêchent les victimes de violences sexuelles d'accéder à la justice, tels que les frais liés à la déposition de plainte. La lutte contre l'impunité a besoin d'hommes et de femmes intègres et bien formés dans tous les secteurs de la sécurité. Elle avance, parfois à petits pas, mais elle avance et une certaine dynamique est engagée. Pour l'opérationnalisation de cette politique commune adoptée par tous les ministères du secteur de sécurité, une synergie d'action s'avère indispensable. Il vous faudra, messieurs les ministres, faire preuve de leadership, de méthode et de constance dans l'effort, afin de bien gérer l'étape délicate de transformation des idées et des stratégies en réalisations concrètes et palpables sur le terrain. Il est temps de passer de l'intention à l'action. Tous les acteurs impliqués dans la définition de la politique commune de gestion des ressources humaines dans le secteur mobilisés à cette fin. Dans son appui à la réforme du secteur de sécurité, l'Union européenne a injecté un montant global de près de 25 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter un vaste projet d'appui à la réforme de la justice avec une autre enveloppe de 20 millions d'euros. La journée internationale de la fille continue d'être célébrée en Guinée, une célébration qui a été mise à profit par le département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de lancer la campagne nationale de promotion de l'abandon de mariage d'enfants dans le pays, une occasion pour les acteurs de réaffirmer leur engagement à œuvrer dans la lutte contre les facteurs qui entravent l'épanouissement des adolescentes. Oumar Sow. La Guinée, comme d'autres pays de par le monde, s'engage dans la dynamique de la lutte contre les mariages précoces et celui de l'enfant. À travers cette journée dédiée à la jeune fille, les institutions internationales comptent œuvrer pour la visibilité et l'encadrement de l'adolescente. Pour l'ONG Plan International Guinée, le but de cette journée vise à mettre en éclairage les difficultés auxquelles font face les filles lorsqu'elles entendent jouir de leurs droits. Nous célébrons cette année la 5e journée internationale de la fille, qui est un jour décisif pour mettre en lumière les obstacles uniques et manifestes que rencontrent les filles lorsqu'elles souhaitent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Ceux qui sont en position de pouvoir peuvent abattre ces obstacles en tenant les promesses des objectifs en lumière, en tenant les promesses des objectifs de développement durable récemment adoptés. La présidente du Parlement des enfants de Guinée a émis le souhait de voir des changements positifs dans la vie des filles. Une action qui ne sera effective, selon Hadja Idrissa Ba, sans la promotion de leurs droits à tous les niveaux. Quelque part en Guinée, il y a des filles victimes de mariages précoces, de viols, de déscolarisation, d'excision et de violences basées sur le genre. Quelque part en Guinée, il y a des filles marginalisées et victimes de violences sexistes. Et pourtant, nous avons le droit à l'éducation, à la protection, à la santé et au progrès. Consciente des efforts fournis dans le cadre du combat des droits humains et des adolescentes en particulier, l'incarnation de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a émis la volonté dans l'instauration et la préservation de la dignité des jeunes filles dans le pays. Mais en plus de ces efforts, l'attention doit être inlassable et soutenue par des actions visant à impliquer et à intégrer les filles et les femmes dans des activités de haute responsabilité à tous les niveaux. En tant que relève de demain, les jeunes filles doivent être protégées du mariage précoce et doivent également apprendre à être autonomes et pétries de talents techniques et technologiques, pouvant mettre en valeur leur potentiel. À travers cette journée internationale des filles, des adolescentes du monde entier prendront la relève pour incarner le temps d'une journée des personnalités dirigeantes dans divers domaines de la vie.
L'épouse du président de l'UFDG poursuit sa lutte contre l'insalubrité à Conakry. Adja Alimatou Dalen Diallo a posé ses pelles ce mercredi au quartier Gbessia, Port 1, dans la commune de Matoto. L'épouse du chef de file de l'opposition a mis les habitants de Russia à l'abri des immondices qui menacent leur santé. Les précisions avec Salou Yombounou. Des acclamations et des chants qui témoignent la réjouissance des habitants de Russia au quartier Gbessia Port 1, soif d'assainissement. Ça dit, il nous a trop fatigués ici, ça fait au moins 10 ans. Les ordures là, ils sont ici, ça ne déplace pas. Ça y, même des bagarres ici, il y a eu des blessés, même nous. Moi, à Kabé, j'ai été accusé à cause de cette bagarre-là. Toute la terre qui a été utilisée pour construire l'aéroport provient de là. Il y a des gens qui sont emmerdants comme des mouches. La nuit, ils déversent les ordures devant nos portes. L'odeur est telle que tu ne peux pas parfois dormir. Depuis plusieurs années, ces habitants vivent dans ces conditions. La situation est de plus en plus inquiétante. En quelque temps, l'énorme trou autour duquel tournait un mystère est démystifié. Aujourd'hui, il tend à devenir une montagne d'ordures et l'épouse de Selou Dalen Diallo se sent préoccupée. J'avoue que je suis là à la demande de la population de Gbessia Port 1 qui sont venus me voir à la maison, me demandant de les aider parce qu'il y a des ordures ici qui les empêchent vraiment de vivre sainement. Donc ça fait un mois, ils ont tapé à toutes les portes sans issue. Ils sont revenus me revoir et j'ai décidé de venir faire le tour. Vous avez vu, vous avez constaté que la route était complètement barrée. Et puis d'abord on va désenclaver, et réparer ceci et nettoyer complètement. Inch'Allah. Pour ce geste de bonne foi, des prières et des bénédictions sont faites à l'endroit de Hadja Alimatou Dalen pour la pérennisation de son œuvre. Il sera désormais seul face aux enquêteurs. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Franck Berton et Sven Marie ont jeté l'éponge. Ils critiquent le silence du seul survivant des attaques du 13 novembre. Suivez. Ils avaient accepté de le défendre à condition qu'il parle. Mais aujourd'hui, ces avocats belges et français ont décidé de quitter le dossier. Salah Abdeslam ne sera donc plus assisté. Une décision prise d'un commun accord après l'avoir rencontré en prison jeudi dernier. On ne peut pas, nous, rester taisants à côté de lui, à assister tout simplement à son absence de réponse et ne rien faire. Donc, en accord avec lui, on a convenu de quitter sa défense parce qu'il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense sans parole. Pourtant, juste avant son extradition de Belgique, Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos du 13 novembre, s'était dit prêt à coopérer une fois en France. Mais en mai, comme en juillet puis en septembre, il a refusé de s'expliquer devant les juges français qui l'avaient convoqué pour des interrogatoires. Un silence que ses avocats expliquent comme une protestation contre ses conditions de détention, placé à l'isolement et observé 24 heures sur 24 par des caméras de vidéosurveillance. Il est en train de s'isoler, il est en train de se radicaliser. Sa vidéosurveillance est quelque chose qui vit très très mal. Alors quand je dis ça, forcément je heurte parce qu'on dit il y a eu des victimes de l'autre côté, mais c'est une réalité parce qu'il ne lui reste plus à ce jour que sa parole. Et sa parole, il va en faire l'économie, il ne va rien dire. Georges Saline, qui a perdu sa fille au Bataclan, n'étant rien étonné. Persuadé depuis longtemps qu'Abdeslam ne se livrerait pas. Bien sûr, c'est regrettable parce que comme c'est un personnage qui a joué un rôle sans doute clé dans cette affaire-là, il avait des choses à dire pour compléter ce qu'on peut en savoir. Salah Abdeslam n'aurait pour le moment pas souhaité de nouvel avocat. En Afghanistan, la célébration de la Choura a endeuillé des familles. 2 mosquées chiites ont été attaquées à Kaboul. Il y aurait une vingtaine de morts. L'État islamique a revendiqué l'attentat. Regardez. Ce père veille sur sa fillette âgée de 6 ans. Victime du premier attentat contre la mosquée de Karté-Shahri, elle est actuellement dans le coma. Les familles se sont pressées au chevet de leurs proches. Ceux qui ont survécu témoignent de l'horreur de l'attaque. Beaucoup d'enfants ont été blessés. Les assaillants m'ont dit de ne pas bouger. Ils étaient 2, habillés en policiers.
Les assaillants tuaient tout le monde. Ils m'ont tiré dans la jambe. Je serrais mon fils dans mes bras et je les ai suppliés de ne pas le tuer. Une deuxième attaque a visé une mosquée de Kartéchar. Les deux lieux de culte sont situés dans un quartier chiite de l'ouest de la capitale. Au-delà du traumatisme, la colère gronde. Les membres de la minorité chiite dénoncent l'incapacité du gouvernement à assurer leur sécurité. Le gouvernement laisse mourir les gens dans des attentats comme celui-ci et après il voudrait que le peuple le soutienne pour maintenir l'ordre. Ce pays est endormi. Le moment est venu pour le peuple, quelle que soit l'ethnie, de se réunir pour faire tomber le gouvernement. Le groupe État islamique a revendiqué ces attentats dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. Dernier point de cette édition d'information, en Haïti, pas d'eau ni nourriture, encore moins de toit. Près d'1,5 million Haïtiens attendent toujours de l'aide. Après le passage de l'ouragan Matthew, c'est désormais le choléra qui fait ravage. Reportage. À Jérémy, l'une des villes les plus sinistrées, ce dispensaire en béton a résisté au passage de Matthew. Ici, des blessés sont pris en charge, mais parmi les malades, de plus en plus de personnes présentent les symptômes du choléra, notamment des enfants. Lorsqu'on lui donne de l'eau à boire, elle vomit. Elle ne garde plus rien. Je suis très inquiète. Déjà plus de 300 cas de choléra recensés cette semaine et 29 décès. Pour le personnel soignant, toutes les conditions d'une épidémie galopante sont réunies. Il y a un déficit d'accès à l'eau potable, de mauvaises conditions d'hygiène, les infrastructures sont détruites et il y a une concentration importante de personnes. Au milieu du chaos, le quotidien des habitants des zones sinistrées est une lutte incessante pour leur survie. Ils ont besoin de tout et le gouvernement haïtien lance un appel à l'aide extérieure. Les gens qui sont dans les abris, il faut les nourrir. Il faut leur donner de l'eau à boire. Il faut leur donner des médicaments pour éviter cette propagation du choléra. Un bateau colombien de traitement des eaux a déjà accosté. La France a envoyé 2 stations de purification. L'Organisation mondiale pour la santé, elle, a promis 1 million de doses de vaccins contre le choléra. Fini ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous pour l'attention. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV.